bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Il n'y a plus de doute, la progression du coronavirus au Sénégal, elle est fulgurante. 12 000 cas, plus de 250 morts. On a également plus de 4 000 personnes encore sous traitement et avec des dizaines de cas graves. Bonjour, docteur Elhadj Mamadou Ndiaye. Bonjour, Babacar. Le directeur de la prévention que vous êtes, poste que vous occupez d'ailleurs depuis 7 ans, le directeur de la prévention que vous êtes, prévoyait-il cette évolution de la Covid-19 au Sénégal ? Merci beaucoup, Babacar. Je vous remercie de cette invitation. J'en profite pour saluer l'ensemble de vos auditeurs, l'ensemble des Sénégalais. Vous remercier et vous féliciter également de cette émission très écoutée et crédible également. Féliciter au passage les agents de santé qui s'impliquent depuis dans cette lutte. Remercier Monsieur le ministre de la Santé de m'avoir autorisé bien sûr à participer à cette émission. Le directeur de la prévention que je suis en fait prévoyait toujours la survenue d'une épidémie quelconque. Épidémie parce que nous travaillons dans ce sens. Je me prépare chaque jour le matin, si on peut dire, quelqu'un qui dit en me rasant le matin peut-être, c'est de me dire que je pourrais faire face à une épidémie, ou en tout cas un événement imprévu. Mais je ne m'attendais pas à cette allure de cette Covid-19 qui évolue de cette manière dans le pays actuellement, aussi bien dans le monde que dans le pays. Quelle est la conclusion que vous en tirez alors, si ça vous surprend autant ? La conclusion que j'en tire, c'est que je pense nous avions accordé peut-être en toute objectivité, je dis nous avions accordé peut-être trop de crédibilité à ce que l'ensemble de la communauté scientifique pouvait penser. Moi, à mon humble avis, la communauté scientifique, ou bien en tout cas le monde entier, pensait que c'était une maladie qui est apparue, qu'on pouvait peut-être l'endiguer, puisque c'était une urgence de santé publique de portée internationale, l'endiguer peut-être en quelques semaines ou 1 ou 2 mois. Dans une proportion gérable, lorsqu'elle apparaissait pratiquement aux environs du 12 décembre comme ça. Mais en réalité, je pense qu'on avait sous-estimé ce virus, on avait conclu qu'il était dangereux, mais on pensait pouvoir... on sait qui, le Sénégal, la communauté scientifique? C'est pas le Sénégal, je veux dire c'est l'ensemble du monde entier. On s'est préparé comme si on nous avait dit au début peut-être que attention, cette épidémie ou cette maladie, nous pensons qu'il faut s'inscrire dans la durabilité. Mais on a dit à tous les pays, mettez-vous en alerte, essayons de faire tout pour barrer la route à cette épidémie. Alors donc, les gens, même si c'est de manière en tout cas inconsciente, on avait pensé globalement pouvoir l'arrêter ou l'endiguer, peut-être déclarer même la fin de l'épidémie au bout d'une certaine période. On l'a fait face à Ebola, d'autres épidémies également, on parvenait pratiquement à les éteindre, mais celle-là, il s'est trouvé qu'elle a beaucoup résisté et elle continue de faire son cours et son chemin. Et peut-être même les pays développés qui n'ont jamais fait face à une maladie de cette envergure, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est pratiquement tout ça ce qui fait que je suis quand même surpris par cette allure. Quand des pays comme la France ou bien comme les États-Unis ou comme l'Italie, quand la France évacue dans un pays voisin, etc., ça, c'est comme si on est dans un rêve. Question qui n'a toujours pas trouvé de réponse. On en aura encore pour combien de temps, cette pandémie ? Je ne pense pas qu'on puisse l'arrêter et que c'est terminé, qu'on déclare le dernier cas comme ça dans cette année 2020. Hein. Maintenant, on peut arriver à tel point qu'elle ne puisse plus être une menace pour l'humanité. C'est possible, ça sera une victoire. Pour 2020, c'est possible de s'attendre à ça? Oui, pour 2020, c'est possible qu'on puisse s'attendre à vraiment arriver à tel point qu'elle ne constituera plus un problème de santé publique majeur et que l'urgence peut-être ne sera plus. On revient à en fait que c'est une maladie que l'on gère ou une épidémie qui est là, etc. Ce n'est plus une pandémie, ce n'est plus une urgence de santé publique, mais c'est un problème qui est circonscrit qu'on essaie de gérer dans la durabilité en attendant qu'on puisse arriver à des lendemains meilleurs. Le nombre de décès enregistrés par le Sénégal, très surprenant, très impressionnant aussi. Le nombre de décès n'est pas surprenant en réalité. C'est peut-être ce qui a un peu été surprenant,
c'est que l'évolution de la maladie a fait qu'on est resté longtemps sans avoir de décès, un décès par-ci, un deuxième, etc. Et à partir du mois de mai, etc., on a commencé à avoir pratiquement une cadence qui est un peu plus soutenue. C'est ça qui est un peu étonnant. Mais en regardant les autres pays, combien ils ont été confrontés à cette létalité, etc., et cette mortalité, on voit que ça serait difficile qu'on puisse ne pas être exposé à cette évolution, à ce cours de la évolution normale pour vous, ce n'est pas la défaillance du système de prise en charge des cas graves, par exemple? Je pense que, en fait, la létalité renvoie toujours à un problème de prise en charge. On ne peut pas éviter la mort dans cette maladie. Mais à chaque fois qu'il y a mort, on interroge toujours le problème de prise en charge. On peut toujours dire qu'on pouvait faire telle ou telle chose. Mais en réalité, il y a un niveau au-dessous duquel on ne peut pas ne pas aller. Donc, parce que si on regarde, comme je dis, le monde est un village planétaire. En matière de réanimation, les États-Unis, la France, l'Allemagne, autre chose, ou l'Italie, ont un plateau technique plus élevé. Mais en voyant leur létalité, on comprend que c'est difficile de l'éviter, mais néanmoins, il faut toujours faire de telle sorte qu'on puisse avoir moins de décès. Et nous pensons également qu'actuellement, cette létalité au niveau du Sénégal, je trouve quand même, à mon humble avis, qu'elle est contenue dans des limites qui sont en tout cas acceptables. La moyenne africaine étant autour de 1,9, le Sénégal est aujourd'hui, si on veut le calcul de ce matin que j'ai imagé comme ça, autour de 2,08. Bon, on n'est pas trop loin de la moyenne, en sachant également qu'il y a beaucoup d'interrogations sur les chiffres des pays africains. Pardon. Vous savez que les pays africains, un de nos problèmes, c'est peut-être le système, peut-être que vous allez y revenir, la fiabilité des données. Le maquillage des chiffres. Peut-être pas maquillage, mais surtout un système de collecte qui est là, un système résilient qui notifie. Parce que, encore une fois, ça, on peut le reprocher au Sénégal, parce que beaucoup d'experts estiment que le nombre de tests par jour, ça aurait dû être aux alentours de 4000 par jour. Mais moi, je ne suis pas de leur avis. Je ne suis pas de leur avis parce que 4000 tests par jour, je pense que c'est presque, en tout cas pour le Sénégal, je pense que je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile pour nos pays de le faire. Aujourd'hui, on est à un taux de... C'est quoi les limites? Limites techniques ou limites financières? Moi, je ne parle pas de limites financières. Moi, je parle des limites techniques, en réalité. Nous avons la chance d'avoir un ou deux laboratoires qui étaient là au Sénégal, l'Institut Pasteur Dakar, qui est un laboratoire vraiment centre collaborateur de l'OMS, que les autres pays n'ont pas. Nous avons cette chance. Mais on regarde, si aujourd'hui on veut faire plus de 2000 ou 4000 tests par jour, ça veut dire que les agents de santé ne feront que faire des prélèvements. On ne soigne plus, on n'opère plus, on ne fait que faire des prélèvements. Et les laboratoires ne feront que ça. Ça révèle alors l'insuffisance des ressources humaines dans le secteur. L'insuffisance des ressources humaines, et ce qui n'est pas normal aussi, parce que, encore une fois, il y a une responsabilité du ministère de la Santé, du gouvernement. Oui, d'accord, responsable. Mais je veux dire qu'encore une fois, le système doit fonctionner de telle manière qu'on puisse soigner et la Covid, mais les autres pathologies aujourd'hui. Ce qui n'est pas normal, c'est que tous les agents de santé ne fassent que de la Covid. Il faut que les gens fassent autre chose que la Covid. La Covid est là, c'est vrai, c'est une épidémie. On doit y travailler, on doit faire beaucoup de choses, etc. Il est arrivé à un moment donné, au niveau de Dakar, les gens peut-être ne pouvaient se soigner presque que dans le privé. Parce que, bon, puisque le privé était ils étaient bien impliqués dans le Covid, mais pour tout ce qui est prélèvement, pour tout ce qui est gestion de l'épidémie, c'était peut-être les structures de santé publique qui le faisaient. Et ces médecins et leurs équipes, etc., ne faisaient que des prélèvements. Vous voyez, j'appelle un médecin de district qui me dit « j'ai 90 prélèvements à faire ». Les équipes quittent à 7 h du matin pour revenir à 22 h. Ce n'est pas évident, donc pour un système, c'était un peu difficile. Si on veut maintenant l'amener à 4000, sans compter que les laboratoires seront engorgés, il faudra le faire, il faut que les gens testent. Les machines, ce n'est pas des tests... Les tests rapides ne peuvent-ils pas faire ça? Les tests rapides, c'est pas la même chose. Les tests rapides dont on parle, c'est pas au stade où de la maladie on veut détecter par rapport à la contagiosité. Les tests rapides détectent pratiquement, plutôt si vous voulez... à un autre stade. Ces tests rapides, on ne pouvait pas les faire de cette manière, même si c'est 15 minutes par test, etc. Vous voyez ce que ça fait.
tout le pays serait engorgé. Encore une fois, que ces tests dont on parle, si vous voulez, Babacar, les tests, tester les gens, ce n'est pas comme de la vaccination. C'est-à-dire, on vient, on vous teste, c'est terminé. On vous teste aujourd'hui, 2 ou 3 jours après, vous faites la fièvre, vous venez vous tousser, on vous reprend. Vous voyez, donc les tests, c'est une photographie instantanée à un moment donné. Donc, il faut le cibler à des personnes qui en ont besoin. Et encore une fois, les tests doivent être également corrélés à une stratégie. À une stratégie qui dit, on teste les négatifs, qu'est-ce qu'on en fait, les positifs, qu'est-ce qu'on en fait, et ainsi de suite. Donc voilà, donc les gens, même si vous dites que c'est des spécialistes, ils ont avancé des choses, mais les choses, on doit les avancer de manière raisonnée et qu'elles soient adossées à une stratégie. C'est bon, il faut le faire, bon, mais néanmoins, c'est ça la question. Et heureusement, d'ailleurs, les tests, c'est vous qui avez posé la question, les gens ont dit qu'il faut augmenter, certains disent même que les tests ont diminué, nous on a dit de cibler ceux qui en ont besoin. Il ne faut pas gaspiller pour gaspiller. Pas gaspiller en tant que ressource argent, mais vous savez, la santé publique également, elle s'intéresse à la rentabilité, à l'efficacité de quelque chose. Ça ne donne pas forcément un aperçu alors fiable de l'étendue de la maladie si on fait des tests ciblés sur 16 millions de Sénégalais, même pas 2000 par jour, vous l'avez dépassé peut-être une fois, mais est-ce que ça, ce n'est pas aussi un peu ce qui fausse les estimations? Non, ça ne fausse pas ça ne fausse pas les estimations en réalité. Les gens pensent, comme je dis, les gens pensent, si on veut, c'est pas en testant aujourd'hui les Sénégalais, tous les Sénégalais, 16 millions de Sénégalais aujourd'hui, en testant tout le monde, si on les teste, aujourd'hui on peut avoir la situation à l'instant T. Mais dans une semaine, la situation n'est pas la même. Parce que l'infection est là, elle est en cours. On peut avoir une situation exacte. C'est vrai, c'est utile d'avoir, par exemple, l'incidence de la maladie, hein, combien par rapport à la population, combien infectés, mais en fait, c'est quelque chose qui évolue. C'est pour revenir à la question, dire les tests, le Sénégal s'inscrit en tout cas, le ministère de la Santé, monsieur le ministre, nous a inscrits dans la stratégie d'augmenter ces tests. Même si par hasard, peut-être notre stratégie peut produire l'effet inverse, mais si vous voyez, avant, c'est uniquement l'Institut Pasteur qui faisait. Aujourd'hui, le laboratoire IRSF fait, qui sont basés à Diamniadio. L'hôpital militaire de Ouakam fait des tests. Le laboratoire bactériovirologie de le Dantec le fait. Le laboratoire national de santé publique de Thiès le fait. Je en profite pour l'annoncer. À Richard Toll, on teste. À Matam, on teste. À Kolda, on teste. À Kédougou, on teste. Ziguinchor, on teste. Bientôt, ça sera Kaolack, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Ça sera Kaolack, ça sera Tambacounda. Mais ça sera d'autres également. Donc, vous voyez, on s'inscrit pour mailler le pays et pour tester. Mais maintenant aussi, on a dit aux agents, attention, tester, mais il ne faut pas tester pour tester. Il faut tester ceux qui en ont besoin. Parce que si aujourd'hui... C'est qui ceux qui en ont besoin? C'est-à-dire que pas ceux qui en ont besoin, mais je veux dire cibler mieux. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, le problème actuel à l'instant T de cette épidémie ou de la pandémie, vous êtes venu là-dessus, c'est pratique par rapport au décès. Il faut détecter tôt pour une prise en charge précoce et efficace. Donc, ça veut dire que, essayons de voir les personnes qui présentent des facteurs... Les symptômes. Des symptômes d'abord, et ceux qui sont surtout des facteurs de gravité. Quelqu'un qui est là, qui présente une maladie X, je ne veux pas nommer pour ne pas... qui est là, donc une comorbidité qu'il traîne depuis. Je prends un exemple, je suis hypertendu, je suis diabétique, je suis asthmatique, je suis. Ces Sénégalais décédés du coronavirus, ils sont morts avec quelle autre pathologie, quelles autres comorbidités? C'est vrai, ça, peut-être qu'il y a une branche de notre comité qui s'occupe de ça, qui peut vous aller très loin, mais comorbidité... En général, c'est peut-être des personnes hypertendues, des personnes assez âgées, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont présenté un diabète, des gens qui avaient même une insuffisance rénale ou un cancer. C'est des personnes à risque, parce qu'on s'occupe de 2 pathologies, ou de plusieurs même, ou de plusieurs d'insuffisance cardiaque, etc. Tout ça, ça a aggravé la prise en charge et bien sûr ça a contribué à alourdir un peu la létalité. Est-ce qu'aujourd'hui les services de réanimation sont débordés ou sont-ils au bord du débordement? Non, je pense que non. D'après ce que nous avons et les échanges et les réunions que nous avons, ils ne sont pas débordés ni au bord du débordement. Et que, parce que sinon on aurait pensé que on allait voir des gens qui arrivent à l'hôpital, on leur dit vous n'avez pas de place, etc. Mais à chaque fois que nous
on fait appel au SAMU par rapport... Le SAMU d'abord a une plateforme où tous les cas positifs sont répertoriés, avec même des priorités par rapport à ceux qui présentent des comorbidités. Et jusqu'à présent, ça marche. Et aussi, vous savez, le gouvernement, on a anticipé un peu en modifiant légèrement notre stratégie. Avant, tout le monde était allé dans les hôtels et dans les hôpitaux. On a supprimé les hôtels et les autres, n'est-ce pas? Les hôpitaux aussi. Avec le traitement à domicile. Voilà, traitement à domicile. Donc, ceux qui étaient asymptomatiques, qui pouvaient guérir dans les maisons correctement, ce n'était pas la peine d'occuper certains lits et pour que d'autres qui en ont plus besoin ne puissent pas accéder. Donc, cette stratégie a permis d'être un peu plus à l'aise par rapport à la prise en charge, par rapport aux cas graves, par rapport, etc. Voilà. Est-ce que vous vous préparez à un débordement des services de réanimation? Ah oui, on s'y prépare par rapport à ça parce qu'on ne sait pas de quoi demain soit fait, parce que nous sommes dans une période où les cas n'ont pas une tendance, ne prennent pas une tendance à la baisse. C'est une tendance qui pratiquement est accrochée plutôt même à la hausse qu'à la baisse. C'est une tendance. Vous voyez les cas, c'est pratiquement les 150, les 100, la centaine, on la dépasse de manière régulière. Nous avons même frôlé les 207 il y a de cela 2 ou 3 jours, n'est-ce pas? 152 cas aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans un... Il faut aussi remarquer que nous avions pu quand même avoir une stagnation donnée, même une petite légère baisse, mais c'est plutôt une relance qui aussi également se dessine à la lecture de ce qui se passe dans le monde entier. Vous avez entendu certains pays qui ont pensé à un reconfinement, etc. Donc, cette épidémie, elle a presque la même allure partout. Elle vous endort, elle vous fait... Ça veut dire que le Sénégal est en train de connaître une nouvelle vague de contamination. Oui, nous pensons que c'est une nouvelle vague. Nous pensons que en toute analyse assez restreinte, nous pensons que nous faisons face à une nouvelle vague, eu égard aux cas qui restent accrochés, n'est-ce pas? Mais en tendance même plus à l'augmentation qu'à la baisse, mais également par rapport aux cas communautaires que vous avez bien sûr, sûrement sur lesquels vous allez revenir, oui, bien sûr, etc. parce que j'allais vous demander si on commence à ressentir les effets Tabaski, ces nombreux déplacements de la population à l'occasion de cette fête. Est-ce que sur les estimations, les contaminations, l'effet Tabaski commence à se faire ressentir? Nous pensons qu'en tout cas, c'est très difficile toujours d'expliquer en matière d'épidémie les choses, de les prendre à la lecture d'un seul paramètre. Mais nous pensons que l'effet Tabaski y a contribué en fait. Parce que les gens ont voyagé. Les gens ont voyagé avant la Tabaski. Donc avant déjà, il y a certains qui ont voyagé. Vous voyez, Tabaski et après Tabaski. Donc, si vous voyez la période d'incubation qui est autour de 14 jours, en 14 jours, la personne peut se contaminer. Vous voyez, de la Tabaski à aujourd'hui, une semaine avant ceux qui ont voyagé et une semaine après, vous voyez. Donc, vous voyez que nous sommes dans une période où il est très difficile de ne pas incriminer la Tabaski. Et ce qui pourrait expliquer cette hausse drastique des cas communautaires depuis quelques jours. Oui, c'est également une des explications qu'on peut obtenir. Et aussi, nous sommes aussi à nous entamons notre 6e mois d'épidémie. Les transmissions communautaires, 6e mois d'épidémie, vouloir maîtriser tout le circuit de la maladie et toutes les sources de contamination semble être difficile. 6 mois, c'est pratiquement la moitié d'une année. Vous voyez que c'est compliqué pour une maladie qui se transmet d'une certaine manière aérienne. Ce n'est pas une maladie manuportée, c'est-à-dire portée uniquement par la main, comme le choléra, ou etc., ou liée à l'approvisionnement en eau, ou etc. Vous voyez? Donc, c'est la respiration, c'est etc., etc. Et vraiment, qui atteint aussi, qui a toujours explosé dans les grandes agglomérations. Vous voyez? Si vous prenez aujourd'hui la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Diourbel, mais pratiquement c'est le Sénégal. Et qu'est-ce qui a fait dire à votre patron, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, il y a quelques semaines, qu'on avait atteint le pic de l'épidémie dans le pays? Il s'est trompé. Je peux dire qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort, monsieur le ministre, parce qu'il l'avait dit sur la base d'un certain nombre d'éléments. Vous savez, cette maladie, je vous l'ai dit, elle a évolué, elle a eu des niveaux qu'on n'a jamais atteints, les 179 ou etc. On a pu l'avoir 174, 177 et 170. Depuis
elle ne l'a pas atteint depuis le mois de mai jusqu'à présent. Donc, si vous voyez des chiffres qui n'ont pas augmenté, qui ont tendance à baisser, on peut se dire, écoutez, nous pensons que nous effectivement. Mais, vous voyez, il y a eu la relance, il y a eu l'effet rebond, comme les pays, etc. Mais c'est très difficile de prévoir un pic, c'est toujours après. Quand on voit, c'est comme actuellement. Vous voyez, nous avons eu 207 cas. Nous avons eu, etc., 160, etc., 132, 152, 132. Vous voyez, donc, si cette tendance se poursuit, mais il faut que ça soit maintenu. Parce que pour parler de qu'on a atteint ou qu'on a dépassé, il faut que cette tendance, de manière consolidante, que cette courbe suive une évolution vraiment à la baisse. Également, le corrélé au monde. Parce que le Sénégal ne peut pas aborder une baisse alors que ça augmente ailleurs, etc. Il faut que tout le monde, c'est un ensemble, il faut que tout le monde, qu'on sache qu'il y a une baisse drastique de cette Covid dans les autres pays, qu'on voit également que nous baissons et qu'on pense qu'on peut aller. Mais si elle augmente, il faudra lire ça à l'image de ce que nous... Et également, nous avons eu des événements qui ont un peu bousculé les choses. Il y a eu, comme vous avez dit, il y a même l'ouverture des classes, etc. Tout ça, c'est ça a fait son effet, la reprise partielle des cours. Peut-être aussi. Donc, il y a eu également... Dites-nous si ça a un effet... Il y a eu aussi l'effet de l'allègement des mesures barrières, des mesures de confinement, le couvre-feu, etc. Donc, tout ça, tout ce dont on dit qu'on avait atteint ou on avait baissé, il n'y avait pas ces événements, n'étaient pas. Donc, vous voyez, lorsqu'on a relâché ces événements, c'est sûr qu'on a dû peut-être payer un peu les frais de l'effet, un peu, l'euphorie un peu que le pays a senti, ou bien que les gens ont relâché, ont baissé un peu de garde par rapport à certaines mesures, et qui fait, bien sûr, ajouter à l'effet de la Tabaski, ajouter à l'effet des autres pays, associé à l'effet de l'ouverture des frontières, parce que nous avons également des compatriotes ou d'autres personnes qui sont revenues positives, même durant la période de couvre-feu, parce qu'il y a des vols spéciaux, des vols humanitaires pour certains de nos compatriotes qui étaient coincés quelque part, qu'il fallait accepter, qu'on a testé et qui étaient positifs. Donc il y a tous ces éléments qui ont contribué à bien sûr... Et vous l'avez dit tout à l'heure, Dakar demeure la région la plus infectée, devant Thiès, Diourbel d'ailleurs, dont vous avez été le médecin-chef entre 1999 et 2004. La quatrième région la plus touchée par l'épidémie, c'est Ziguinchor. Et c'est nouveau ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Ziguinchor? Ziguinchor, on le prend. D'abord, Ziguinchor prend la place, si vous voulez. Elle devient la troisième région. Troisième déjà. Pratiquement. Ouais. Elle revient troisième. Elle relègue mon ancienne région, la région de Diourbel, en quatrième position. Mais là aussi, en épidémie, il faut toujours voir les choses de manière... Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette infection, comme on dit, cette transmission communautaire qui est là. Mais il y a le fait également, c'est un artefact peut-être, mais nous avons ouvert un centre de dépistage au niveau de Ziguinchor. Comme je disais, le fait de permettre l'accès des populations au diagnostic peut modifier un peu les choses, n'est-ce pas? Peut-être, mais en réalité aussi, c'est une région qui, comme je dis, peut-être la transmission communautaire peut être là, ça peut être réel. Si on ne le considère pas comme étant un problème d'artefact lié au laboratoire, c'est une région effectivement où les mouvements de population sont là et les frontalières. C'est une région que nous avions classée comme région à risque. Vous savez, avant cette épidémie, nous avions un plan d'action. Le plan d'action, notre plan de riposte, avait classé 45 districts et pratiquement près un certain nombre de régions comme étant des régions à risque. Les régions à risque, nous avions classé Dakar comme région à risque à cause de la population, à cause de, etc. Donc Dakar était considéré comme la région à risque parce qu'abritant, ne serait-ce que même l'aéroport de Léopold Sédar Senghor, mais c'est la capitale, il y a également le port de Dakar. Nous avions classé Thiès comme une région à risque à cause de l'AIBD, l'aéroport de Dias. La région de Diourbel, nous avions classé comme région à risque à cause de la grande agglomération que constitue Touba. Nous avions classé la région de Saint-Louis comme région à risque à cause de la frontière et les frontalières à un pays, notamment la Mauritanie. Ziguinchor également était classé comme... Vous voyez, donc, nous avions au début dit, voilà nos régions à risque. Et 45, on a pris 45 districts prioritaires parmi ces régions.
voyez, en prenant le district de Popenguine par exemple. L'état de l'épidémie vous donne raison alors sur vos prévisions. Ça nous donne raison sur nos prévisions par rapport à ça. Jusqu'à présent, on ne déroge pas à la règle. On ne déroge pas à la règle par rapport à ça. Bon, vous voyez donc, la région de Ziguinchor, si aujourd'hui elle monte en puissance, c'est pas étonnant, elle était classée comme région à risque. J'ai oublié également d'ajouter la région de Kédougou également. Oui, allez-y. Oui. Prévision égale plan de riposte quand on est en stade de décision. Est-ce que dans la riposte aujourd'hui, pour les 4 régions les plus infectées, il y a un plan spécial? Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor? Non, on n'a pas un plan spécial en réalité par rapport à ces régions. On avait dit qu'effectivement, que ces régions, on n'a pas fait segmenter notre plan de riposte. On a dit seulement accorder une importance particulière à ces régions. Vous voyez ces régions, il y a un laboratoire, même si ça ne dit pas son nom, un laboratoire à Saint-Louis pour détecter. On est allé en puissance là-bas. La région de Tamba, n'est-ce pas, va ouvrir, donc plutôt Kédougou. Kédougou fait des tests. Ziguinchor fait des tests. Dakar, vous voyez, les 4 laboratoires sont ici. Donc, en sachant qu'en matière de ressources humaines, ce qui a été recruté, on a fait également une part belle à ces régions, mais ne pas en faire un plan spécial. Les jeunes, ils sont présentés comme de grands vecteurs du virus. Où et comment sont-ils souvent contaminés, les jeunes? Les jeunes, ils sont dans les centres de la vie active. Ça, c'est un. Les centres de la vie active, ils sont peut-être entrés à la recherche du travail, ils sont au marché, et les jeunes ont une vie associative assez mouvementée. Ils font les matchs de football, ils se regroupent pour boire du thé. Les jeunes, ils ont une sociologie, peut-être que les sociologues ou les anthros vont expliquer, mais moi, en tant que médecin, c'est comme ça que je le vois. Les jeunes sont plus qui par rapport à ça. Ils sont actifs. Donc, vous êtes médecin et spécialiste en santé publique, Dr Mamadou Ndiaye. Oui. La prévention, la sensibilisation, c'est votre travail, Dr Mamadou Ndiaye. Est-ce évident pour vous, face à une nouvelle maladie qu'on ne parvient pas à cerner, le travail de prévention, de sensibilisation? Prévention surtout. Vous savez, la prévention, elle agit sur 2 choses. D'abord, si une maladie est vulnérable par la sensibilisation, essayer de mettre l'accent. Mais si la maladie peut-être semble inévitable, ou en tout cas difficile à éviter, faire de telle sorte qu'on puisse la détecter très tôt. C'est ça la prévention. Donc, faire de telle sorte que la maladie n'arrive pas, ou bien dès qu'elle arrive dans le pays, où que l'on soit, qu'on puisse la détecter précocement. Et ça a été le travail de la prévention en mettant tous les outils pour détecter cette Covid dès le début. Vous voyez, le premier cas, il est apparu, immédiatement on l'a pris en compte. C'est grâce à la mise en place d'outils, ce qu'on appelle des définitions de cas, des supports, former les agents, leur dire que c'est ça, ça et ça et ça. Donc si vous voyez ça, c'est une Covid, il faut alerter, il faut mettre, par exemple, des éléments comme une cellule d'alerte. Il faut mettre donc un certain nombre d'éléments. Donc la prévention, c'est non seulement essayer de voir si à travers, si c'était la vaccination ou à travers la communication, dire telle ou telle chose. Donc le fait de dire aux gens, si tu as ça, tu as ça, tu as ça, va au niveau de la structure de santé, c'est ce qui a été fait. Et former les agents de santé, leur dire, si vous voyez une personne qui vous vient au décours de tel ou tel, ou même un décès qui est inexpliqué, qui est apparu dans telles conditions, attention. Donc c'est ça, la prévention, c'est autour de tout ça. C'est donc, quand ça arrive, le détecter très tôt, ou bien éviter à ce que les gens y arrivent. Mais plus travailler pour une maladie qui n'a pas de prévention par la vaccination, travailler à ce que les gens puissent la détecter très tôt. On enchaîne avec la communication. Oui. Vous essayez de la dynamiser. Avez-vous l'impression que vraiment la population, elle vous écoute, elle vous entend? J'ai l'impression que la population nous écoute, elle entend, mais elle n'applique pas encore. Parce que les gens, j'ai l'impression, bon, c'est vrai, il y a peut-être quelque chose, peut-être que c'est marginal, ceux qui le dénient de la maladie, ceux qui disent, je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui, aujourd'hui, tout le monde, je pense, je n'ai pas vu une étude, peut-être on n'a pas mené une étude de sondage ou etc., une étude de enquête CAP, connaissance aptitude des pratiques pour voir un peu qu'est-ce que les gens connaissent de la Covid, mais je pense que tout le monde connaît aujourd'hui qu'on doit porter le masque, la distanciation physique, mais également le lavage des mains. Mais pourquoi les gens ne l'appliquent pas? Je pense qu'il faudra qu'on essaye d'interroger plus notre société. Et c'est là l'importance de tout ce qu'on vient sur ce que vient d'embrayer le ministère de la Santé et de l'Action sociale, notamment
c'est venu, ça devait même venir depuis le début. On peut dire qu'on a accusé peut-être un petit retard sur ça, mais l'engagement communautaire, c'est-à-dire que la communauté au centre de cette lutte, n'est-ce pas, pour essayer de responsabiliser les gens, tous les acteurs communautaires, les jeunes, les adultes, les acteurs communautaires, tout le monde, pour qu'on soit impliqué et qu'on puisse agir pour barrer la route à cette épidémie. Je pense qu'il faudra vraiment que les gens se sentent plus responsables et qu'ils sentent également qu'ils peuvent aider à inverser les tendances. Le port obligatoire du masque, par exemple, depuis la dernière sortie du gouvernement via le ministre de l'Intérieur, dans vos locaux, au siège du ministère de la Santé, avez-vous l'impression que cette recommandation elle est bien respectée? Je pense encore que les effets ne me semblent pas encore très, très, très importants, en tout cas. J'ai vu plus l'effet de répression. Les gens ont porté plus le masque parce qu'ils ont peur de la répression que par rapport à leurs convictions personnelles. Or, je pense qu'il faudra qu'on arrive à peut-être être plus enclin à respecter cette mesure pour se protéger et pour protéger l'autre que d'avoir le policier ou bien le gendarme, d'avoir peur de rester dans la rue sans masque et d'apercevoir un gendarme ou un policier et remettre son masque. Vous voyez, je pense que les gens doivent en toute conscience prendre leur masque et aussi le porter correctement. Les gens, malheureusement aussi, ne le portent pas très correctement. Le porter correctement, c'est couvrir le nez et la bouche. Que les gens sachent également, peut-être que l'explication, il faut continuer à expliquer. Le virus, encore une fois, on le prend des poumons, on le sort à travers ce qu'on expire, mais à travers également les gouttelettes qu'on dégage quand on parle. C'est là donc les postillons. Voilà, les postillons, voilà. Si maintenant on le met sous le menton, ça veut dire ou bien quand on parle, on enlève. Quand on parle d'ailleurs, quand on ne parle pas, on pouvait ne pas faire le masque peut-être. Mais c'est quand on parle qu'on doit d'ailleurs plus le mettre. Et non le mettre, quand on parle, on l'enlève. C'est comme si vous le mettez quand vous ne transmettez pas, vous l'enlevez quand vous ne transmettez pas les virus. Et quand vous transmettez, vous l'enlevez quand vous transmettez les virus et vous le mettez quand vous ne les transmettez pas. Voilà. Et ça pose problème. Vous ne donnez plus, dans votre communication, vous ne donnez plus les détails sur les profils des personnes décédées du coronavirus, surtout les célébrités. Ça n'aurait pas pu vous aider à davantage secouer la conscience générale si vous communiquiez sur les profils des personnes qui ont perdu la vie du fait de cette épidémie. Vous ne pensez pas? Oui, je pense que c'est un choix également qu'on peut faire, de dire que quand on annonce qu'une personnalité ou une renommée, etc., est décédée de Covid, ça peut quand même éveiller les consciences, mais plutôt une émotion, etc. Mais là aussi, on est un peu prudent parce que nous avons senti à un moment donné qu'il y avait peut-être la population était un peu réticente à ce qu'on communique autour de cette question. Nous avons essayé donc d'apprécier un peu. Les personnes ne voulaient pas trop qu'on dise que, telle personne est décédée de Covid, etc. Même si, ils n'ont pas refusé, mais les gens peut-être ne le souhaitaient pas. Donc peut-être il faudra qu'on puisse voir comment, à travers la communication, qu'on puisse banaliser à tel point que la personne qui est décédée de Covid est comme une personne qui est décédée de son cancer, de son insuffisance rénale. C'est une maladie comme toutes les autres. Comme toutes les autres. Un journal, pour ne pas le nommer, Les Échos en a fait les frais pour avoir juste annoncé qu'un chef religieux a été contaminé au Covid-19. Voilà. Alors que peut-être même ça pouvait ne pas en arriver là. Donc c'est pourquoi vous voyez tous ces éléments. Encore que aussi, vous savez aussi, il y a le secret professionnel aussi qui est là. Est-ce qu'on peut évoquer, dans ces cas de décès de Covid-19, on peut évoquer le secret médical? Oui, le secret médical, c'est une jurisprudence par rapport à cette question. Parce que peut-être que ce qui a été transmis, c'est toujours quand même secret, parce que, etc., la personne ou la famille n'a pas, en tout cas, dit, si vous avez révélé, on peut toujours dire pourquoi vous avez révélé, etc. C'est des choses qui peuvent arriver, mais en réalité, dans une épidémie, etc., l'urgence de santé publique, etc., prime surtout. Parce qu'il arrive, parce que secret, etc., quand il y a urgence, l'État prend des mesures de réquisitionner. Quand on réquisitionne, quand on fait, ça veut dire qu'on lève, on met
Une barrière. Une situation d'exception. C'est une situation d'exception en réalité. Voilà. Les rassemblements religieux prévus dans quelques semaines au Sénégal, la situation épidémiologique permet-elle de les tenir? Je pense que pour l'instant, encore une fois, je pense que les grands rassemblements peut-être sont prévus dans quelques mois et je pense qu'on pourrait être à l'aise par rapport à cette... en étant optimiste, comme quoi que les choses vont évoluer dans le bon sens. Parce qu'encore une fois, même si la Covid a déjoué tous les pronostics, en tout cas toutes les tendances qui ont été décrites, mais on pensait peut-être qu'en tout cas vers la fin de l'année, les choses iraient mieux. Et on pense peut-être que ça... Alors là, on parle de nouvelles vagues. Attention, docteur. Qui est là, mais néanmoins, sur cette question, bon, on attend et voir. Voilà. Le traitement, toujours le couple hydroxychloroquine-azithromycine. Il est toujours là, il n'a pas encore été rangé, il est toujours là encore. Et le professeur Seydi également fait un travail qui est là, qui est un travail qui a produit, n'est-ce pas? Mais donc il n'a pas encore délivré toutes les conclusions par rapport au travail. C'est un travail qui est en cours. Peut-être que dans sa prochaine communication ou bien dans le prochain bilan, il va faire une évaluation du travail entamé depuis lors et qui apparemment toujours est un bon travail jusqu'à preuve du contraire. Et l'Artemisia, des nouvelles de ce qu'on appelle le Covid Organics, ce remède proposé par Madagascar et dont le Sénégal avait passé et reçu une commande, vous n'avez toujours pas démarré les essais cliniques. Là aussi, le processus semble un peu lent ou Oui, le processus c'est toujours ça. Et la direction de la pharmacie et du médicament et les scientifiques sont autour de cette question. Mais puisqu'il faut y aller très lentement et sûrement, le travail se poursuit toujours. Comme vous le voyez d'ailleurs, il faut toujours faire attention de ne pas progresser. Parce que même dans ce pays en question, vous voyez qu'il me semble que c'est une pédale douce qui a été donc mise sur cette question. Donc, ce qui fait que nous aussi, on a raison de ne pas nous hâter par rapport à cette question. Et ce vaccin, développé par la Russie et dont le président Poutine dit qu'il est approuvé, des pays ont passé une commande. Le Sénégal est-il intéressé? Le Sénégal est toujours intéressé par un vaccin. Je rappelle au passage que la direction de la prévention, c'est dans ma direction que trouve le programme élargi de vaccination. Tout à fait. Le vaccin nous intéresse. Un programme que vous avez dirigé d'ailleurs. Oui, que j'ai dirigé d'ailleurs 7 ans d'ailleurs, avant de le passer à mon collègue, Dr Badian, qui fait un excellent travail. Donc un travail cette vaccination qui aujourd'hui nous a fait quand même un recul de beaucoup de maladies évitables et mortelles par la vaccination. Donc la vaccination nous intéresse, le vaccin nous intéresse, mais encore une fois, étant habitués au vaccin, nous essayons toujours de faire la part des choses. Quand un vaccin est annoncé, avant de sauter, nous, on essaie toujours de voir quels sont les tenants et les aboutissants. Un vaccin, il faudra qu'il soit un vaccin efficace, qu'un vaccin qu'il y ait innocuité, efficacité par rapport à ça, et qu'il y ait donc l'ensemble des éléments requis et que le vaccin soit homologué par l'Organisation mondiale de la santé et qu'il passe par toutes les phases requises. Et bien sûr, par rapport à ce vaccin maintenant, bien sûr, il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus sur ça. Et donc, nous, on ne peut pas, pour l'instant, on va attendre d'avoir quelque chose parce que la Russie même n'a communiqué que tardivement par rapport à ce vaccin, n'est-ce pas? Et que ce vaccin également qui est aux mains c'est le ministère de la Défense, n'est-ce pas? Qui est là. Bon, mais néanmoins, moi, j'ai juste quand même 2 commentaires à faire. C'est juste par rapport à ce vaccin, je me dis que par rapport à tout ce qu'on n'a pas, par rapport à la documentation scientifique, à l'Organisation mondiale de la santé, etc., on est obligé d'être très prudent par rapport à ça. Mais je leur donnerai également un préjugé favorable, n'est-ce pas, comme ça, en disant que un pays comme la Russie, peut-être ne va pas, si les informations dont nous... Pour vous, c'est sérieux? Oui, quand la Russie se permet de l'administrer dans son armée, etc., tout le monde sait que c'est des pays qui ne badinent pas avec leur armée. Leur armée, c'est leur trésor. Donc, vous voyez, néanmoins, c'est le côté favorable que je leur donne, mais le côté sur lequel j'ai mis des réserves, c'est par rapport à tout ce que, sur le plan scientifique, nous attendons d'un vaccin et notre habitude et notre expérience de mettre en place un vaccin sur le terrain, etc.,
par rapport à toutes ces attentes qui ne sont pas encore réalisées. Alors, les autres maladies, vous parlez du PEV que vous avez dirigé, le programme élargi de vaccination. Justement, effet Covid-19, beaucoup d'enfants ne sont pas allés se faire vacciner. Les parents ne les ont pas amenés à l'hôpital avec cette peur de choper le coronavirus dans les établissements de santé. Ça a été une grosse équation pour vous. Oui, effectivement, nous avons senti que nous avons perdu quelques points par rapport à la couverture à laquelle nous devions être à la même période de l'année, par exemple par rapport à l'année 2019. Si on prend une couverture de l'année 2019 et celle de l'année 2020, nous voyons que nous avons perdu par antigène quelque chose qui va de 4 à 7 points, parfois même jusqu'à 10 points. Au lieu d'avoir 60 par exemple, si vous avez 51, etc. Donc on a perdu quelque chose qui est en rapport bien sûr avec cette Covid-19, mais depuis quelque temps, nous avons repris, bien sûr, mais bien sûr, c'est à la moyenne nationale. Il y a des districts qui ont toujours vacciné, n'est-ce pas? Il y a des antigènes, ou bien, je veux dire, des vaccins où on a perdu peu. Ça, j'ai parlé d'une moyenne. Mais depuis quelque temps, les gens ont repris avec ce que nous avons dit. Et c'est la continuité des services, avec l'instruction de M. le ministre, d'assurer la continuité des autres services. Comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas un ministère de la Covid, nous sommes un ministère de la Santé et de l'Action sociale. On doit pouvoir soigner la Covid, n'est-ce pas? Mais également faire les autres activités, comme on soigne la tuberculose, comme on soigne la lèpre, comme on soigne le paludisme, etc. etc. Continuer les autres et que les enfants viennent se vacciner. Justement, docteur Mamadou Ndiaye, nous sommes la saison des pluies, saison de maladies comme le paludisme, qui est parfois source de débordement dans les structures de santé. Est-ce que dans vos prévisions, vous envisagez un plan spécial pour contenir tous ces malades de Covid, paludisme, autres pathologies saisonnières? Oui, dans notre plan, on y pense. Parce que en réalité, je le disais dans une des émissions, je disais aux gens d'observer les mesures barrières. Mais je dis même les jeunes, y compris les jeunes. Pourquoi? Parce que on a dit que la Covid, ce n'est pas les personnes âgées seulement. On a dit les personnes âgées, d'accord, mais comorbidité. Ça veut dire comorbidité, il ne faut pas que la Covid-19 vous attaque en même temps qu'une autre maladie. Or, durant cette période de saison de pluie, on a vu qu'il y a souvent plus de palud, il y a plus souvent de grippe, etc. etc. Donc, 400 morts du paludisme en 2019. Hein. Alors, vous voyez, quand la personne a le paludisme, a la Covid, même si elle est jeune, même si elle a 20 ans et robuste, elle vient d'avoir une comorbidité. Quoi? Ça veut dire qu'il y a une autre maladie en plus de ça. Donc ça devient un peu plus compliqué par rapport à ça. Donc c'est un cocktail dangereux alors. Ah oui, ça peut être Covid, palu. Hein. Oui, bien sûr. C'est toujours ça. Parce que la maladie vient trouver toujours une autre. On n'a pas de comorbidité, n'a pas spécifié les maladies en question, même si on a évoqué. Mais ça veut dire seulement trouver une autre. Parce que la personne qui vous prend en charge est obligée de gérer une ou deux maladies. La grippe, c'est la période également où nous savons souvent les périodes on évolue vers la grippe. Plus souvent le mois de septembre, jusqu'à septembre, octobre, etc. Il y a un petit pic de la grippe. Tout ça au Sénégal. Vous dites quelque chose de très, très important. On a souvent décrit les jeunes comme les moins qui pâtissent, qui meurent du coronavirus. Mais les jeunes aussi attrapent le paludisme. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont menacés avec une alliance paludisme-coronavirus. Oui, ils sont exposés. Ils sont exposés également, comme je le dis, parce que quand on est loin de cette période où il y a une recrudescence, comme vous le dites, de certaines maladies durant la période hivernale, ne serait-ce que par rapport au paludisme, ne serait-ce que par rapport à la grippe, vous voyez, les gens souvent qui le font. Donc, si une personne tombe malade, palu, puisque le palu déjà, lui, on connaît sa mortalité. Le palu est mortel. Si la personne fait une Covid-19, vous voyez qu'elle ne facilite pas la tâche à celui qui le prend en charge, n'est-ce pas? Où on doit prendre ça et ça. Donc c'est extrêmement important que les jeunes fassent attention par rapport à ça, qu'ils ne croient pas que, en tout cas, que ce qui est vanté avant reste valable. Les vérités d'hier peuvent se révéler ne pas être les bonnes vérités à l'instant T. Donc de faire très attention, de renforcer nos mesures barrières autour de cette question. Donc encore une fois, on s'y prépare comme d'habitude par rapport au paludisme, par rapport à la grippe, par rapport à autre chose. Ce n'est pas parce que la grippe, on peut la prévenir, mais je veux dire qu'on essaie de voir... Vous prévoyez quoi, le pire? Non, pas le pire, mais je veux dire que
que les gens soient plus sensibilisés, que les structures de santé, encore une fois, fassent les précautions d'usage qu'ils faisaient, notamment par rapport à l'approvisionnement en médicaments, qu'on fasse les sensibilisations par rapport à l'utilisation des moustiquaires imprégnés, n'est-ce pas? Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres pathologies qui ne sont pas que le palu. Le moustique, il véhicule, en dehors du paludisme, il véhicule également la fièvre jaune, qui est là, qui est une maladie qui n'a pas disparu. La dengue, chaque année vous entendez la dengue. À un moment donné, la dengue, nous avons, depuis ces 3 ou 4 ans, nous avons connu la dengue à partir du mois de septembre. Septembre jusqu'en début octobre, ou novembre, parfois même jusqu'en décembre. Donc, vous voyez, c'est une période quand même que nous avons, que nous regardons vraiment, que nous prenons au sérieux. Cette période de l'année, nous la prenons comme une période assez chargée où il faut que les gens, que les populations fassent attention, mais que les agents de santé également fassent très, très, très attention par rapport à certains types de pathologies. Dans l'actualité, la démission cette semaine du professeur Papa Touré de son poste de président du conseil d'administration de l'hôpital d'Al Djam de Guédiawaye. La raison, il dénonce la décision du président Macky Sall d'accorder à l'hôpital d'Al Djam une subvention d'1,5 milliard de francs CFA pour la construction de 2 bâtiments destinés à abriter un centre de greffe de moelle et un centre de procréation médicalement assistée. Alors que pour le professeur Touré, les structures essentielles du plateau technique de Dal Djam ne sont toujours pas fonctionnelles. Êtes-vous d'accord ou pas avec lui, Dr Mamadou Ndiaye, même si vous êtes directeur de la prévention au ministère de la Santé, vous êtes aussi membre du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Cette posture, cette position du professeur Touré. Moi, je serais président du conseil d'administration. Si c'était moi, ce qui est dit, c'est utile, d'accord? Ce qui est fait est utile, mais je vais demander à ce que je veux également se réalise. C'est-à-dire que je ne dirais pas c'est ça ou ça. Ce n'est pas entre ce qui est dit et ce qu'on souhaitait avoir. Pour vous, il n'aurait pas dû démissionner? Non, il devait rester et dire qu'effectivement, on avait fait ça pour un centre de greffe, un centre de procréation, etc., etc. Mais nous pensons également que nous devons continuer à faire le plaidoyer pour que les bâtiments s'achèvent, pour que les équipements augmentent, parce que son Excellence, Monsieur le Président, est très sensible à ça. Il est là pour réparer s'il y a quelque chose qui n'est pas peut-être correctement alloué, il est là toujours pour On a trop traîné les pieds avec Dal Djam, ça a pris des années et toujours pas de plateau technique digne de ce nom. Oui. Le commentaire d'un journal en fin de semaine, hôpital Dal Djam, un grand dispensaire, ce n'est pas faux. En tout cas, il y a Madame la directrice générale des établissements de santé qui en a beaucoup parlé. Dal Djam, effectivement, a beaucoup traîné, n'est-ce pas? Parce que ça ne date même pas de ce régime. Hein. Tout à fait. Donc, c'est un hôpital qui vient de loin. Hein, parce qu'encore une fois, en regardant depuis quand cet hôpital a engrangé quand même ses progrès, je pense qu'on pouvait continuer à lui faire valoir beaucoup de choses. D'autant plus qu'il a joué un rôle extrêmement important. Moi, je fais chaque jour la compilation des résultats par rapport aux guéris. Mais je vois que je ne veux pas faire de jaloux autour de tous les centres de traitement, d'ailleurs que je félicite au passage, qui font un excellent travail, mais je vois que Dal Djam fait un excellent travail. Donc on doit continuer à les encourager. Il y a plus de guéris là-bas que... En tout cas, je vois qu'ils font un excellent travail. Je vois que par rapport aux guéris, ils font beaucoup de choses. Guéris du Covid-19, de la Covid-19, effectivement. Je vois beaucoup de progrès, n'est-ce pas, pour un centre qui, en fait, n'était pas identifié au début comme un centre de traitement. Donc, je loue l'efficacité, la hargne, vraiment le professionnalisme de ces techniciens de l'hôpital d'Al Djam. Je pense qu'il faut les épauler. Et si on claque la porte, ce n'est pas tellement aider la structure. Je pense qu'il faudra continuer à faire le plaidoyer, n'est-ce pas? Nos autorités sont très sensibles par rapport à ça. On est là pour les... D'autant plus c'est un hôpital extrêmement bien situé dans la capitale du Sénégal, où elle dessert une très bonne partie de la population. On peut lui faire encore beaucoup de beaux jours. Surtout la banlieue dakaroise. La banlieue dakaroise, c'est un excellent hôpital. Merci, docteur Mamadou Ndiaye. Vous êtes le directeur de la prévention au ministère de la Santé. Merci d'avoir accepté notre invitation devant le grand jury de RFM. Merci aux équipes techniques, Abdou, Khadim et Magui. Restez avec nous, les programmes continuent. À dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury de RFM. Bon dimanche, bonne fin de semaine.